Bonsoir, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de santé et ravie évidemment de retrouver Nora. Bonsoir. Bonsoir Marina. On ne choisit pas d'être gros. Voilà, c'est le titre que nous vous proposons pour vous parler ce soir de l'obésité, de ses traitements et des préjugés dont sont victimes celles et ceux qui en souffrent. Ils représentent près d'une personne sur 5 aujourd'hui en France. Trop souvent réduite à un manque de volonté, l'obésité est en réalité une maladie chronique, complexe, mal comprise et trop souvent stigmatisée. C'est ce que nous verrons avec les nombreux témoins qui seront à vos côtés et Nora. Oui Marina, je serai en compagnie de Séverine, Quentin, Frédéric, Sabrina, qui vont nous raconter comment on vit avec ces kilos en trop. Ils parleront aussi du regard des autres sur leur corps, de la culpabilisation. Et puis ils nous diront par quelle prise en charge ils sont passés, ce qui a fonctionné ou pas. Et puis certains nous diront aussi le choix qu'ils ont fait de s'aimer comme ils sont. Et ça, c'est une parole nécessaire. Aujourd'hui, l'arrivée des nouveaux médicaments anti-obésité aux résultats spectaculaires fait naître un espoir immense. Perte de poids rapide, transformation visible, promesse d'une nouvelle vie. Mais ces médicaments sont-ils vraiment le remède miracle? Quelles sont leurs limites? Et pourront-ils remplacer à terme la chirurgie? Nous répondrons à toutes ces questions avec nos experts. Et pour l'instant, on se retrouve après la diffusion du documentaire signé Marie-Agnès Suquet, Henri de Sonnet et Olivier Berry. Difficile à croire à première vue. Mais Séverine a souffert d'obésité durant des années. Pendant très longtemps, j'ai fui les magasins. J'ai fui mon image dans le miroir, j'ai fui le regard des vendeuses. J'ai fui ça parce que je m'y sentais pas bien en fait. Bonjour. Faut pas y avoir ma taille. Vous voulez une taille? Il n'y a pas ma taille. 38, s'il vous plaît. Non, on va bien pouvoir vous trouver ça. Maintenant, le shopping, c'est carrément une activité thérapeutique pour moi. Je vois une femme de 46 ans qui s'assume. Et voilà, ça me donne le sourire. Vous aimez ce que vous voyez? Ah oui, carrément. Carrément. La robe, déjà. Et la personne qui est dans la robe, j'adore ça. Ouais, vraiment. Une confiance en elle toute nouvelle. Il y a encore 4 ans, Séverine portait 45 kilos de plus et autant de mal-être. J'ai l'air heureuse, mais ça, je n'en ai que l'air. À l'intérieur, c'est catastrophique à l'intérieur. Je faisais passer tout le monde avant moi. Et que oui, il y avait un souci avec mon poids. Mais parce que le seul moment où je pensais à moi, c'était quand je mangeais. Je mangeais mon stress, je mangeais ma colère, je mangeais ma tristesse. Je mangeais ma joie parce que du coup, je jetais sur tout ce qui était sucré. Plus Séverine grossit, et moins elle a envie d'être vue. Quelqu'un qui va se casser la jambe, qui va tomber, qui va se faire mal, il va crier à l'aide. Quand on est obèse, on ne crie pas à l'aide. On crie « laissez-moi tranquille ». Ne me regardez pas. Ou regardez-moi autrement. Ou c'est pas de ma faute. Mais c'est pas à l'aide. Alors que c'est ça qu'on devrait crier. Cette aide, Séverine l'a trouvée auprès de soignants et de l'un des nouveaux traitements contre l'obésité. Un médicament qui lui a fait perdre 45 kilos. Ces médicaments sont-ils la solution miracle pour soigner l'obésité? Ils promettent de révolutionner sa prise en charge. Ce qui change dans l'arrivée des médicaments, c'est le fait qu'on se pose la question de ce que c'est que l'obésité. Il y a un médicament sur le fait d'avoir un corps gros. En France, 10 millions de personnes souffrent d'obésité, soit près d'un Français sur 5. Une épidémie qui représente un véritable enjeu de santé publique. Pour prendre en charge l'obésité, d'abord, il faut reconnaître qu'une personne est atteinte d'une maladie. L'obésité, c'est une maladie, tout simplement, parce qu'elle s'accompagne d'une diminution de l'espérance de vie. C'est ce qui définit les maladies. Quelles solutions existent aujourd'hui pour accompagner au mieux ces malades? Comme Séverine,
Maëva a décidé de prendre l'un des nouveaux médicaments pour traiter son obésité et pouvoir rejouer avec ses enfants. Ça représente un coût important, environ 300 € par mois. Donc il faut absolument que ça fonctionne. Bruno, lui, a eu recours à la chirurgie bariatrique, avec à la clé l'espoir de pouvoir remonter sur sa moto. Le fait de reprendre un physique normal, ça réouvre à nouveau vis-à-vis des gens. Et puis les gens aussi s'ouvrent par rapport à vous. Pour profiter pleinement de sa retraite prochaine, Sophie a décidé de faire face à la maladie. Depuis 2 ans, elle bénéficie d'une prise en charge expérimentale dans un centre spécialisé. Ça fait du bien en fait de se sentir presque normal, je dirais. Là, on n'est pas culpabilisé et ça, c'est hyper important. Faire face à l'obésité, c'est aussi se défaire de la culpabilité. Un long chemin, après des années à s'entendre dire que tout est une question de volonté. Tu manges trop. Tu devrais faire un régime. Gros tas. Grosse vache. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Feignasse! Arrête de manger. Tu te resserres? T'es sûr? Gros tas. C'est qu'une question de volonté. L'obésité n'est pas une maladie de la volonté. C'est bien plus compliqué que ça. Casser ses préjugés, c'est le combat de Quentin. Pour mieux vivre la maladie, il a décidé de prendre soin de lui et des autres en luttant contre la grossophobie. L'obésité, c'est pas un choix. On s'est pas dit « Ah ouais, c'est super, on va prendre du poids, on va être gros, et puis on va avoir des douleurs. On pourra pas s'habiller dans les magasins, on pourra pas s'asseoir dans une chaise en terrasse. » Si on pouvait se libérer de notre poids, on le ferait. À 62 ans, Sophie a toujours été une femme dynamique. J'avais peut-être un tempérament à prendre plus facilement du poids, mais j'avais pas de soucis parce que je gérais très bien, je faisais beaucoup de sport. L'obésité s'est installée insidieusement il y a une petite dizaine d'années. J'ai eu une rupture il y a une quinzaine d'années. Ensuite, la ménopause est venue par là. Ma mère est tombée malade, mon père est décédé. Il y a eu l'épisode du Covid que j'ai très mal vécu aussi. Et tout ça, ça a chamboulé plein de choses en moi, quoi. Sophie ressent alors les premiers effets délétères de la maladie. J'ai commencé à avoir de l'arthrose. Ensuite, je me dirigeais tout droit vers un prédiabète. On me parlait aussi d'apnée du sommeil. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à prendre conscience que ma santé était vraiment en danger que là j'ai eu un déclic. Si la santé de Sophie est menacée, c'est parce qu'elle souffre d'une véritable maladie, l'obésité. Il faut accepter l'idée qu'une personne obèse n'est pas atteinte d'un problème comportemental, mais d'une maladie qu'on appelle obésité. L'obésité, c'est une maladie, tout simplement, parce qu'elle fait le lit d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires, donc le diabète, les infarctus, mais aussi certains cancers. Pour détecter les malades, on utilise depuis des décennies un calcul simple. Le poids de la personne divisé par sa taille au carré. C'est l'indice de masse corporelle, communément appelé IMC. Il donne un indicateur global et surtout, il a été défini comme en lien avec les risques. C'est-à-dire, plus j'augmente mon index de masse corporelle, plus je vais avoir de risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, même de cancer. Alors c'est un peu arbitraire, parce qu'un rugbyman n'est pas considéré comme obèse alors qu'il a la définition de l'obésité avec son poids et sa taille, parce qu'il est très musclé. Donc c'est un peu plus subtil. On s'est aperçu avec le temps qu'il fallait aller plus loin que l'index de masse corporelle. Pourquoi? Parce que ça ne traduit pas du tout la quantité de tissu graisseux qu'on va avoir dans l'organisme, ni même la façon dont il est distribué. Est-ce que j'ai plutôt du tissu graisseux sous la peau ou est-ce que j'en ai plus à l'intérieur autour de mes organes?
Est-ce que c'est distribué dans la partie haute du corps ou dans la partie basse du corps, qui ne va pas donner les mêmes risques? S'il n'a pas été facile d'accepter la maladie, Sophie s'est aujourd'hui lancée dans une démarche de soins. Depuis 2 ans, elle a la chance de bénéficier d'une prise en charge expérimentale, en ville, proposée par ce centre spécialisé dans l'obésité. Un parcours de soins personnalisé et entièrement remboursé par l'assurance maladie. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, ça va bien. C'est vrai que je continue sur ma bonne dynamique. Le fait de faire régulièrement du sport, ça me fait vraiment du bien. Et ça montre aussi que vous êtes vraiment pleinement actrice de votre prise en charge parce que c'est pas une contrainte et que ça s'inscrit durablement dans votre quotidien. Donc c'est une très bonne chose. On va faire la mesure de la composition corporelle. D'accord, oui. Et c'est ça que je voulais voir avec vous aussi. Oui, pour voir un peu où vous en êtes dans l'évolution. Positionnez vos mains sur les côtés. Là, comme ça, pareil. La première fois que je suis venue, j'avais un petit peu peur qu'on me dise oui, ça fait beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop grosse, faut perdre ça, faut plus manger ça, faut pas faire ci, faites attention, nana. Non, en fait non. Il y a une bienveillance qui fait que finalement, comme si on posait les valises, on lâche un petit peu le stress, puis on se dit ça y est. Là maintenant, je vais pouvoir vraiment parler de ce qui me concerne moi, sans être jugée, et qu'au contraire, on va m'aider, on va m'accompagner. On croit fortement ici qu'on peut redonner confiance à nos patients sur les choses qu'il est capable de mettre en place. Et quand ça va pas, parce que des fois, ils perdent pas de poids, c'est pas grave. On va remettre tout ce qui a pu, là, par exemple, pour vous, l'activité physique, la confiance en soi, vous avez le sourire. Et en fait, c'est un poids qui est posé, mais c'est pas le poids du corps, c'est le poids psychologique. Et ça, on croit fortement à notre engagement à tous à vous faire mieux vivre. Je vous raccompagne. Bien. Dans ce centre, Sophie est accompagnée par plusieurs spécialistes une fois par mois. Une approche plurielle au cœur du parcours de soins. La prise en charge de l'obésité doit être individuelle, personnalisée et globale. D'une personne dans son environnement, avec bien sûr son stress, son sommeil, son alimentation, la capacité à avoir de l'activité physique ou pas, les événements de vie et aussi sa biologie. Bonjour. Et donc, la prise en charge de l'obésité ne peut pas se résumer à une seule personne qui va donner la solution miracle. Comment ça va? Écoutez, ça va. Ça va bien. Depuis la dernière. Sophie enchaîne les rendez-vous. D'abord avec la diététicienne. On avait dit justement, c'est-à-dire 80% de votre alimentation, qu'elle soit équilibrée au maximum. Et à côté, avoir quand même des moments plus plaisir où on sait que ce qu'on va manger sera plus calorique, mais la quantité, du coup, elle est raisonnable. C'est ce qui permet justement d'avoir un peu cet équilibre, de ne pas être dans l'hyper-contrôle. Puis avec le psychologue. Des fois, j'ai encore des impatiences en me disant, punaise, ça fait 3 semaines, j'ai pas perdu 1 gramme. Pourtant, j'ai été à la piscine, je me suis bougée. Vous donnez des moyens. Mais je me dis, c'est pas grave, tant pis, je continue. Comment je la gère maintenant, cette impatience, par rapport à avant, où ma première solution, c'était d'aller chercher une forme d'extincteur, je vais l'appeler comme ça, quelque chose qui vient un peu calmer le brasier de cette pression intérieure. Et ça, vous avez aussi accepté qu'elle apparaisse, l'impatience. Et enfin, avec le médecin nutritionniste qui a fondé ce centre unique en France. Vous avez vu tout le monde? Oui, j'ai vu tout le monde, oui. Grâce à cet accompagnement sur mesure, Sophie a vu en 2 ans son état de santé s'améliorer et a perdu 15 kilos. Le nombre de kilos perdus, c'est pas ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la manière qui va vous permettre de perdre ce poids et faire en sorte qu'il soit perdu correctement. Là, c'est le cas aujourd'hui. Après, j'espère que vous avez aussi accepté que l'obésité est une maladie chronique. Oui, et que c'est quelque chose avec lequel je devrais faire tout le temps. Voilà. C'est à vie qu'il faudra toujours que je sois vigilante et de faire attention de ne pas, des fois, me faire reprendre par des vieux démons qui sont souvent là. Donc, c'est un chemin de vie, quoi. C'est pas juste un traitement, c'est un chemin de vie, voilà. Faire maigrir les gens, c'est facile.
sur le très court terme. Par contre, faire en sorte de traiter leur obésité et qu'ils soient en bonne santé 10, 15, 20 ans, 30 ans après, c'est beaucoup plus compliqué. Traiter l'obésité, c'est mettre en place une démarche de soins d'une pathologie chronique qui s'inscrit sur le long terme et qui va faire appel à des médecins spécialistes de l'obésité, à des professionnels de l'éducation thérapeutique, à des professionnels de la psychologie, de l'activité physique adaptée, de la diététique, de l'endocrinologie, etc. Et c'est traiter l'obésité, c'est construire ce parcours. Je vous remercie. Bonne continuation. Cette prise en charge globale permet au patient de mieux comprendre sa maladie et de déconstruire l'idée qu'il en serait responsable. Une maladie complexe qui porte en elle une part d'hérédité. Dans le développement de l'obésité, il y a un côté d'inégalité. On pourrait parler d'injustice. On n'est pas fait avec tous les mêmes gènes. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres de prendre du poids. Ce constat a été démontré par le professeur Claude Bouchard lors d'une étude menée au Québec au début des années 1990. Il soumet 12 paires de vrais jumeaux à une suralimentation. Les participants doivent consommer 1000 calories de plus par jour que leur régime alimentaire habituel, et cela pendant 3 mois. Les résultats sont sans appel. Certaines paires de jumeaux prennent 4 kilos, d'autres 13. Donc première remarque, on est inégaux. On est inégaux face à un environnement favorisant l'obésité. Cette inégalité, elle est liée à nos multiples gènes, mais également la façon dont on va répondre au stress de l'environnement, aux événements de vie. Et il y a une inégalité à la fois biologique, mais on pourrait dire sociale, qui est en relation avec le développement de l'obésité. Cette inégalité, Maëva l'a subie depuis longtemps. Son corps porte les stigmates des épreuves traversées ces 10 dernières années. Des problèmes de santé, des difficultés familiales, un travail sédentaire. Au fil du temps, cette maman de 39 ans a accumulé les soucis et les kilos. Je suis toujours essoufflée quand je monte les marches. C'est assez difficile pour moi. Quand je vais au marché, à chaque fois, je sais que ces marches, cette côte, à chaque fois, elle est compliquée. Cette prise de poids est devenue avec le temps un véritable handicap. Quand je vais enlever mes chaussures, là, le fait d'appuyer ici sur mon ventre, bah, ça me bloque déjà. Je peux pas aller jusqu'en bas facilement. Et je m'essouffle au moindre exercice. Et à partir du moment où on a le poids, le ventre qui gêne, on a plein de gestes de la vie quotidienne qui sont compliqués. Une corpulence envahissante, au point d'empêcher Maëva de profiter pleinement de sa vie. Le roller, c'était une passion. Aujourd'hui, ça devient compliqué parce qu'il me coupe la circulation sanguine au niveau du mollet. J'ai envie d'essayer de perdre du poids pour pouvoir refaire une activité avec mes enfants et pouvoir leur apprendre ce que j'ai toujours aimé faire quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un changement et je veux y arriver. Maëva a décidé de faire des sacrifices pour s'offrir l'un des nouveaux médicaments contre l'obésité et la vie d'après qu'ils promettent. Ça représente un coût important, environ 300 € par mois. C'est pas donné, c'est pas pris en charge. Donc il faut absolument que ça fonctionne. Il faut que je tourne le bouton. C'est la première. Ça me stresse déjà de voir l'aiguille et de savoir si ça va fonctionner, si ça va me faire mal, si ça va pas me faire mal, les effets indésirables.
Allez, go. 1, 2, 3. Bon, ça fait pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un démarrage vers une nouvelle vie. Et on va espérer que ça fonctionne et que j'ai pas trop de complications. Wegovy, Mounjaro, Saxenda, ces nouveaux traitements, arrivés sur le marché français en 2022, révolutionnent la prise en charge de l'obésité. Grâce aux médicaments, on va voir beaucoup plus de patients qui aujourd'hui sont absents du système de santé, qui vont découvrir, premièrement, que ça n'était pas de leur faute, que les traitements et les solutions efficaces existent, et ils vont aussi découvrir le bénéfice de la perte de poids. Mais comment fonctionnent ces nouveaux médicaments qui promettent des pertes de poids considérables? Ces molécules imitent une hormone naturellement produite par l'intestin lors des repas, le GLP-1. En agissant sur le centre de la faim dans l'hypothalamus, cette substance diminue l'appétit et augmente la sensation de satiété. Elle ralentit également la digestion et donc le retour de la faim. Résultat, on mange moins et on est plus vite rassasié. À ces médicaments innovants, Bruno a préféré le tout premier des traitements de la maladie, la chirurgie bariatrique. Pendant plus d'1 an, il a préparé son opération avec l'aide de nutritionnistes, diététiciens, psychologues, jusqu'à l'intervention il y a 10 mois. Je faisais 162 à la base. Et maintenant, là, je suis à 122, 123. Donc, en 9 mois de temps, c'est descendu. Le retraité de 66 ans vient aujourd'hui partager son expérience auprès de futurs opérés. Quand vraiment on a essayé un petit peu tous les régimes, qu'on a essayé un peu tout et n'importe quoi, c'est vraiment le bon truc. C'est le truc à faire, quoi. Voilà. La chirurgie, ça n'est pas le premier traitement qu'on va proposer à une personne qui s'adresse au monde médical pour traiter son obésité. C'est le traitement qui doit être proposé chez les patients qui ont déjà essayé les autres alternatives et chez lesquels l'obésité résiste. C'est une solution qui est très efficace. Les 2 chirurgies les plus courantes sont le bypass gastrique et la sleeve gastrectomie. Leur but, modifier l'anatomie du tube digestif. Pour la sleeve, 2/3 de l'estomac sont retirés. L'organe passe alors d'une contenance d'1,5 litre à 400 millilitres. Pour le bypass, une partie de l'estomac et de l'intestin sont court-circuités, diminuant la capacité d'absorption de l'organisme. Ces 2 opérations ont pour conséquence d'accélérer le passage des aliments dans le tube digestif. Et la physiologie nous rappelle que quand le tube digestif reçoit les aliments, il informe le cerveau, notamment l'hypothalamus, la nourriture est arrivée, on est rassasié, il faut arrêter de manger. C'est à peu près aussi simple que ça. En fait, ils récupèrent une biologie de quelqu'un qui n'avait pas ce problème initialement. Et donc, ils ont capacité à restreindre leurs apports alimentaires alors que le frigo est plein et qu'ils ont accès à l'alimentation. Quand vous avez fait l'opération, les douleurs, est-ce que c'était... Parce que c'est ce que j'ai entendu... Moi, personnellement, j'ai pas ressenti de douleur, rien du tout. Les seules douleurs que je ressentais, c'est quand je mangeais un petit peu de trop. Évidemment, ça bloquait. Et j'étais obligé d'aller aux toilettes et me faire vomir le surplus. Mais sinon, post-opératoire ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de douleur, j'ai rien. C'est franchement, voilà. C'est vrai que les patients qui ne sont pas encore opérés, ils ont beaucoup de craintes et beaucoup d'appréhension. Voilà, d'avoir entendu ça. Et voilà, le fait d'entendre, ça permet de pouvoir échanger, rassurer, qu'ils reprennent peut-être un peu confiance en eux. C'est comme si c'était un combat dans le vide, parce que mon corps ne voulait plus descendre. Et tout s'aggravait. En plus, mon mal-être s'accentuait. J'ai pas été exclue de la société, on va dire, mais je me suis exclue moi-même. Le fait de reprendre un physique normal, ça réouvre à nouveau vis-à-vis des gens. Et puis les gens aussi s'ouvrent par rapport à vous.
Donc en fait, on vous juge plus sur votre corpulence, sur votre état. Donc en fait, on vous reconsidère comme une personne normale et pas comme quelqu'un d'à part, comme si c'était une bête de foire, quoi. Une fois que vous avez été opéré, c'est plus la même vie, quoi. Ouais. C'est tout à fait ça. Mais qu'on veut vivre. Non, mais c'est ça. On veut oublier cette vie et vivre une autre vie. Merci. Merci beaucoup. Pas de rien. L'espoir d'une nouvelle vie est grand après des années de régime, d'échecs et de culpabilité à ne pas réussir à maigrir. Pour ces malades comme pour la société, l'obésité est trop souvent réduite au cliché d'un manque de volonté. L'obésité n'est pas une maladie de la volonté. On a tendance à résumer à l'obésité, c'est une maladie parce que je mange trop et je dépense pas assez. C'est bien plus compliqué que ça. Ça va faire à peu près 70 ans qu'on a essayé de faire moins manger, moins de gras, moins de sucre, moins de protéines, plus de protéines, moins de gras, plus de gras, moins de protéines. On a essayé toutes les combinaisons de régimes possibles et imaginables. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Les régimes, ce que ça va favoriser, c'est d'enregistrer une crise à l'intérieur du corps. Et donc, quand on va sortir de cet état de crise, le corps va stocker d'autant plus, il va anticiper les problèmes, et puis il va faire en sorte de dépenser moins. Donc on va accumuler un mécanisme de survie sur le long terme qui va faire qu'on grossit pour la même quantité de nourriture qu'on avait auparavant. Au final, on voulait maigrir et on apprend à grossir. Marcher, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Beaucoup. Parce qu'en moyenne, je fais entre 15 et 20 000 pas par jour. Je marche parce que ça me fait du bien à l'esprit. Ça me fait du bien au corps. Quand je marche, je pense à rien. Et c'est ça qui est bien, justement. L'esprit de Quentin a longtemps été torturé et son corps malmené. Un corps gros, porté depuis l'enfance comme un fardeau. Pendant 20 ans, j'ai vu plein de médecins et on ne m'a jamais réellement dit que j'étais malade. On m'a dit que c'était de ma faute. Que je mangeais trop, que je bougeais pas assez. La stigmatisation qu'on peut retrouver dans le milieu médical est toxique, mais elle est présente dans toute la société. Et le message qui est important à entendre, c'est que les soignants sont des personnes comme les autres. Et clairement, le fait de travailler dans la santé ne vaccine pas contre la grossophobie. Si le corps médical n'est non seulement pas bienveillant, mais parfois même malveillant, on peut avoir un cercle vicieux qui fait qu'une personne qui devrait être accueillie avec plus encore d'attention que les autres va être finalement rejetée par le système qui est censé la prendre en charge. Pour se protéger, Quentin a préféré se tenir éloigné des médecins. Une errance médicale qui n'a fait qu'aggraver sa situation. Je culpabilisais tellement que ma vie, c'était un enfer. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un enfer. C'était un enfer parce que on se fait harceler au quotidien. J'ai eu le droit à « Ah, toi, quand on te pousse, tu roules. » Gros tas. Il y en a eu tellement. Ce harcèlement, il a développé des troubles alimentaires. On va recevoir l'insulte, on a mal, on mange, on culpabilise d'avoir mangé, on a mal, on remange, etc. C'est un cercle infernal. L'engrenage prend fin au hasard d'un déménagement et d'un changement de médecin traitant. Pour la première fois de sa vie, on lui explique qu'il n'est pas coupable, mais malade. L'obésité, c'est une maladie biologique, psychologique et sociale, et éminemment sociale.
le retentissement sur le plan physique, la restriction de mobilité, l'incapacité à pouvoir faire du sport avec les enfants, l'incapacité psychologique de se projeter, ça c'est pas fait pour moi parce que de toute façon mon corps me le permettra pas. Et sur le plan social, il y en a qui disent je vais pas demander une augmentation. Mon patron me fait déjà bien comprendre tous les jours que j'ai de la chance d'avoir un boulot avec le corps que j'ai. C'est-à-dire que l'obésité, c'est quelque chose qui transforme la vie. C'est-à-dire que toute la vie d'une personne en situation d'obésité va in fine finir par tourner autour de ce problème et va polluer l'ensemble de sa vie. Au final, si on fait la synthèse, les patients partagent une forme de violence. Cette violence, Quentin l'a longtemps subie et se l'est aussi infligée. J'ai pas toujours nagé par peur du regard des autres. Et puis j'ai eu un déclic où je me suis dit je suis quelqu'un de normal, j'ai payé ma place et j'ai le droit de kiffer mon humour. Venir à la piscine, c'est d'abord un acte thérapeutique. Se mouvoir, faire de l'activité physique, c'est nécessaire pour tous, encore plus pour moi. C'est aussi casser le cliché que les gros ne bougent pas. C'est pas parce que je suis obèse que je reste dans mon canapé à manger un paquet de chips à longueur de journée. La thérapie que j'ai mise en place au final pour aller mieux, c'est de m'écouter, de m'aimer et d'apprendre à prendre soin de moi. C'est la meilleure chose à faire. Se réconcilier avec son corps et avec soi. Un long chemin que commence Maëva. Comment ça se passe? Ça va bien, ça se passe bien. J'ai perdu, donc je suis contente. Ce matin, elle vient faire le point avec son endocrinologue après 1 mois de traitement. Au niveau des nausées, des vomissements, est-ce qu'il y en a eu au départ? J'ai pas eu de nausées, de vomissements. Moi, j'ai juste le fait de pas avoir faim, que je pourrais me passer de manger sans trop de soucis. J'ai pas cette faim, en fait, dans la journée. Et c'est pour ça que le suivi nutritionnel, il est indispensable. Parce que il faut se forcer à composer un repas qui permette de vous apporter tous les nutriments essentiels au fonctionnement de votre corps. Au niveau de l'activité physique, je fais mon cours de sport de 2 heures maintenant. Donc là, c'est 2 heures par semaine. Oui. Et donc le moral est bon, vous vous sentez bien globalement? Oui, le moral est bon. Très bien. Et bon, on va vérifier le poids. Mais ce sera important. On est à 98,3. Je suis contente. Déjà, d'être passée en dessous de la barre de 100, c'était un objectif qui était important pour moi. Mais là, de pouvoir être encore en dessous et de continuer à descendre, oui, je suis très contente. C'est un traitement qui est extrêmement séduisant. Ça paraît très facile. On se dit qu'on peut maigrir finalement sans effort, mais c'est important de remettre ce traitement à sa place et de ne pas l'utiliser lorsqu'il n'y a pas d'indication. Il faut d'abord faire une prise en charge globale du comportement alimentaire et de l'alimentation. Maëva avait des très bonnes connaissances nutritionnelles. Elle avait un suivi diététique depuis 2017, il me semble. Oui, c'est bien ça. Il y avait eu déjà aussi un suivi psychologique, une consultation psychologique en tout cas. Et du coup, c'est finalement des années à se débattre avec son poids, avec l'image qu'elle a d'elle-même qui était très négative. Et c'est un vécu qui est difficile. Et donc, on est content dans ce cas de figure, c'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà eu un accompagnement nécessaire et qu'on voit qu'on est en situation d'impasse et d'échec, là, c'est bien de pouvoir avoir une réponse. Le prochain bilan aura lieu dans 2 mois. Un suivi au long cours, avec pour Maëva une ambition chiffrée. Au revoir. Au revoir. À dans 2 mois. À dans 2 mois, merci.
L'objectif est d'essayer de revenir au moins à 75-70 kilos, comme 12-13 ans en arrière. J'ai l'espoir. Cet objectif a un prix, 300 € par mois, certainement pendant plusieurs années. Des traitements de l'obésité qui sont aujourd'hui à la charge des patients. Aujourd'hui, ces médicaments ne sont pas remboursés, puisque officiellement, l'obésité n'est pas reconnue comme une maladie chronique, comme le diabète de type 2, par exemple. Et donc, le patient est un peu seul parfois en face de la prise en charge globale nécessaire de l'obésité, qui est nécessairement coûteuse, puisqu'elle fait intervenir beaucoup d'acteurs. L'obésité, c'est une maladie sur le temps, c'est connu, c'est incurable. Ça a besoin de soins particuliers, diététique, psychologie, activité physique adaptée. À peu près la même chose d'ailleurs que pour la maladie cousine qui est le diabète. Où là, pour le diabète, on a les mêmes molécules, mais qui sont remboursées. Où on peut avoir au niveau hospitalier des parcours où on a divers intervenants qui se succèdent. L'obésité, c'est une maladie qui subit une injustice par rapport aux autres maladies chroniques. Un an après sa chirurgie, Bruno a pris ses marques dans sa nouvelle vie. Ce qui me plaît surtout, c'est de redécouvrir comment des saveurs. On a les odeurs comment qui reviennent. Ah, ça c'est du bon, ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça a les bonnes odeurs. On est obligé de changer toutes les habitudes qu'on avait. Donc c'est pour ça, au début, c'est une contrainte. Et puis après, ça devient quand même une routine, un plaisir de cuisiner soi-même, quoi. Avant l'opération, Bruno était, comme il dit, un bon vivant. Il aimait manger, et beaucoup. Une habitude prise à la suite d'un accident du travail qui l'a immobilisé pendant plus de 2 ans. Vous êtes dans le canapé, vous regardez le Tour de France, vous regardez Roland-Garros, tout ça. Puis insidieusement, vous mangez, vous grignotez. Toute la journée, vous grignotez. Parce que faut passer le temps. Et puis vous prenez du poids. Et puis un jour, quand vous pouvez commencer à remarcher, vous baissez pour faire vos lacets, vous ne pouvez plus faire les lacets. Et là, c'est un grand drame. Ah voilà. Ah je croyais que tu t'étais perdu. J'ai entre le rez-de-chaussée et le premier. Ah. Ça va bien? Ça va? Ouais, ça va bien? Vas-y, rentre. Nickel. Ouais. Voilà. Bon, t'as vu? Toi, t'as grande assiette et moi, petite assiette. C'est fonction de ce que je peux manger et toi, ce que tu peux manger. Comme tu manges beaucoup plus que moi... Pourtant, t'es de grande contenance, toi. Ah j'étais grande contenance. Maintenant, c'est fini. C'est vrai que c'est minimaliste maintenant. Hein. Mais bon, je suis pas frustré pour autant, hein, parce que je me fais plaisir. J'ai quand même tous les goûts qui sont là, donc... Je l'ai connu avec son embonpoint et comme il était, d'un seul coup, j'ai vu une autre personne renaître. Ça l'a métamorphosé, ça lui a donné une vitalité et un dynamisme qu'il avait. Enfin, moi, je ne le connaissais pas comme ça. On a encore de belles années devant nous. Hein? J'ai encore envie de profiter, de faire de la moto encore longtemps. Oui. Sa passion pour la moto a été le déclic. C'était lors d'un week-end de course avec des amis sur un circuit. Tous les feux sont au vert, à un détail près. Je sors ma moto, je mets mes bottes, je mets la combine, et puis là, je veux fermer la combine. Et là, là, ça bloque. Je pouvais pas fermer. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. Hein. On a beau essayer de pousser, on a essayé, même en s'allongeant, et ça rentre pas. Donc il est resté prostré sur son fauteuil tout le week-end, pendant 3 jours. Il n'y avait plus rien, quoi. Il s'était éteint à ce moment-là. Il s'était vraiment éteint à ce moment-là, quoi. Ça a été dramatique, quoi. Ça a été comme une grande claque. J'ai pris une grande claque ce jour-là. Parce que je me suis dit, la moto, c'est fini. Pour moi, c'est comme si j'étais mort, quoi, presque. Voilà, c'est ça. Comme un réflexe de survie, Bruno prend sur le champ un rendez-vous avec un spécialiste de l'obésité. Avec un seul objectif en tête, refermer sa combinaison pour retrouver le plaisir de rouler.
suis arrivé. Voilà. 4 ans après, Bruno est de retour. Ça manquait. Bon, allez, c'est parti. Allez, vas-y, l'embrouille. Embraye. Aujourd'hui, c'est un grand jour. De redécouvrir la piste, de reparcourir tous ces virages. J'ai l'impression d'avoir gagné des chevaux sur la moto alors que c'est toujours la même machine. C'est un bonheur total. Ça me fait plaisir parce que là, il réalise son rêve. Et franchement, franchement, chapeau, c'est bien. Ouais, c'est super. Ah, c'est magnifique. Et je me sens vivant. J'ai repris confiance en moi. Je sais que voilà, je vais pouvoir profiter pleinement de la vie, quoi. Pour Sophie, la vie est aussi plus douce. Depuis le début de son suivi dans le centre spécialisé, manger n'est plus un moment de stress. J'ai préparé un petit velouté de courge avec de la patate douce pour rester dans les tons orange. J'aime bien faire des petits plats colorés, j'aime bien la différence des couleurs, c'est joli, c'est plus sympa dans l'assiette. Du beau et du bon. Sophie suit les conseils de sa diététicienne pour retrouver un lien plus serein avec l'alimentation. Quand on est trop gros, le fait de manger, c'est presque culpabilisant parce qu'on se dit bah non, je devrais pas manger tant ou tout ça. Alors que, non, au contraire, il faut que ce soit un plaisir pour pas avoir de culpabilité. Et donc c'est important de manger des choses qu'on aime bien et surtout de les manger en sérénité. Mais il faut toujours composer et gérer. Et écouter justement si mon corps a vraiment faim ou pas. C'est vraiment se dire, je m'écoute, j'écoute mes besoins et j'essaie de mettre de côté les compulsions et les envies qui n'ont rien à voir avec les besoins. Lors des repas aussi, Sophie met en pratique des astuces pour éviter les excès. Là, je prépare tout en avance, j'essaye de mettre tout dans l'assiette en fonction de la faim que j'ai. Comme ça, je ne me relève pas, je ne me suis pas tentée de reprendre quelque chose quand tout est sur la table. Voilà. J'avais besoin de manger pour me rassurer, me consoler. Ça remplissait une petite part de vide, peut-être. Et c'est quand même un petit peu comme une addiction à l'alcool ou au tabac, parce qu'on a besoin de quelque chose extérieur pour s'aider. La différence, c'est que la nourriture, on peut pas arrêter. On peut arrêter de boire, on peut arrêter de fumer, mais on peut pas arrêter de manger. Donc on est obligé de composer avec la nourriture et se rééduquer. Il n'y a pas qu'un cerveau à rééduquer. Il y a un corps à remobiliser. Un corps trop longtemps réduit au silence et qui peut à nouveau s'exprimer. Relâchez les jambes, que les bras. Quand je suis dans l'eau, j'ai mal nulle part. C'est comme une petite bulle de bien-être. C'est un pas de plus contre la maladie. Moi, j'ai vraiment l'impression de me retrouver, comme si le corps se décoinçait, alors qu'avant, il était prisonnier. C'est comme si mon corps m'obéissait à nouveau. Je ne me sens pas observée ou jugée parce que je serais un peu trop grosse. Et c'est vrai que d'avoir perdu un peu de poids, ça m'a quand même redonné cette liberté physique et sociale.
On peut retrouver une paix avec l'obésité. Le but, c'est de faire que la vie soit belle pour les gens. S'il y a une perte de poids, tant mieux. Mais c'est la qualité de vie qui compte. Séverine, elle, a retrouvé la paix en renouant avec sa passion, la musique. Aujourd'hui, quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis stressée, eh ben, mes émotions, elles passent là, dans la musique. Et en fait, elles se déversent dans l'alto. Quand je joue, je ressens de la plénitude. Et c'est mon moment à moi. Après 3 ans de traitement, 45 kilos perdus et une estime d'elle-même regagnée, Séverine se sent prête à franchir une nouvelle étape dans sa vie. Elle a rendez-vous avec le docteur Epin, son médecin généraliste. Comment allez-vous? Très bien. Pour envisager l'arrêt du médicament. Qu'est-ce que ça a changé pour vous principalement? Je ne dirais pas tout, parce que tout n'a pas changé, mais ça m'a aidé à écouter mon corps, à savoir quand il est bien d'arrêter de manger, quand on n'a plus faim, il faut s'arrêter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il reste dans son assiette. Donc ouais, s'écouter, apprendre à s'écouter, puis apprendre à gérer ses émotions aussi, parce que c'était quand même pas gagné au départ. Donc vous avez fait un super boulot, parce que vous vous êtes réécouté. Merci. C'est là où je dis que je suis fière de moi parce que, effectivement, je m'écoute et je me parle aujourd'hui. Et ce matin, je suis partie en me disant quoi devant la glace? T'es trop belle et facile. Mais. Pardon, mais. Parce que j'y croyais pas. Franchement, je vous le dis, il y a 3 ans et demi, quand on s'est vus, je me suis dit, bon, allez, je vais réussir à perdre 5 petits kilos et ouais, ça sera déjà bien. Comment on soigne l'obésité? Avec beaucoup d'amour. La réalité, c'est qu'il faut déjà apprécier les personnes quand elles sont dans leur corps gros. Si on va aborder les personnes en étant répugné, en se disant il faut à tout prix que ça change, ben en fait le rapport il sera pas honnête. Le but de ce traitement, c'est de réconcilier la personne avec un vécu, avec tout un tas de choses qui ont altéré sa vision d'elle-même et de son propre corps. Parce que c'est déjà ça qui est extrêmement important à déconstruire. Ce n'est pas un poids qui évalue notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Ça ne reflète pas notre valeur, ça ne reflète pas notre estime de nous. Et si maintenant on essayait sans la béquille qu'ont été les traitements pour manager le poids? Eh ben, je pense que cette béquille, en fait, souvent, je la laisse au placard maintenant. Ça fait combien de temps? Bah là, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas pris. D'accord. En fait, voilà. Mais ça va, hein, ça va super bien. L'idée, c'est pas de vous laisser toute seule dans la nature. Je connais votre numéro. C'est qu'on fasse au contraire un suivi plutôt régulier pour voir comment les choses se mettent en place. Peut-être le suivi psychologique aussi, parce que vous allez être confronté au chemin potentiellement inverse de la reprise. Alors là, vu ce que vous me dites, avec l'oubli du traitement, l'état dans lequel vous êtes, je suis assez confiant sur le fait qu'on stabilise à peu près là où on en est. C'est une maladie chronique. Et aujourd'hui, si on regarde la littérature, c'est une maladie chronique, c'est un gentil mot pour dire une maladie incurable. Donc l'obésité, aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif. On a des traitements qui permettent de manager les fluctuations du poids. Mais on ne vous a pas guéri. On vous a soigné, on vous a accompagné, mais on ne vous a pas guéri.
Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Allez, vous êtes chaud? Pas encore, mais on va bientôt l'être. Bienvenue à la marche solidaire de l'association Deux Poids Deux Mesures. On va d'abord commencer par la tête. On va dire non. Vous êtes là, debout, motivés, prêts à marcher pour une belle cause. En avant, en avant. Ici, on ne juge pas les corps. On marche contre la grossophobie. On marche pour la bienveillance. Des personnes obèses qui promeuvent l'activité physique. Depuis 1 an, avec son association, Quentin prend le contre-pied des préjugés pour mieux les combattre. S'aider soi-même en aidant les autres. Le jeune homme a voulu donner du sens à la maladie en s'engageant contre la grossophobie. C'est le meilleur exemple. Combien de fois on m'a dit non, l'obésité c'est pas une maladie réelle. Non, c'est bien une maladie réelle. C'est important de le marteler. L'obésité c'est pas un choix. On s'est pas dit ah ouais c'est super, on va prendre du poids, on va être gros, on pourra pas s'habiller dans les magasins, on pourra pas s'asseoir dans une chaise en terrasse. Et je pense qu'il est important que les gens comprennent que si on pouvait se libérer de notre poids, on le ferait. Plus on le répétera, plus on le martèlera, moins il y aura de grossophobes dans le monde. Ces idées reçues, c'est aussi auprès des malades eux-mêmes qu'il faut les déconstruire. J'ai suivi un programme pendant 3 ans au CHU et j'ai perdu beaucoup de poids. Et une fois que je me suis retrouvée toute seule, j'ai tenu quelques mois, puis j'ai recraqué et j'ai repris énormément de poids, plus qu'avant. Donc j'ai la culpabilité de me dire, voilà, la Sécu, elle a payé ce programme pour moi et j'ai pas été à la hauteur. Culpabilise pas de te dire que la sécurité sociale a dépensé pour toi. Pour rappel, c'est une maladie. Toutes les maladies méritent d'être traitées. Là, ouais, déjà rien qu'aujourd'hui d'être venue, je me sens moins seule. Pour porter le combat un peu plus loin, Quentin et les membres de l'association ont décidé de faire porter leur voix un peu plus fort. Au sens propre, comme au sens figuré. La vague, elle est grande comme ça. Et face à tant d'amour, y en a qui font pas le poids. Le cœur gros parfois. J'avoue, j'avais peur de vous, j'avais peur de toi. Et moi, il m'en a fallu des heures. Avant d'oser penser que j'étais beau comme ça, belle comme moi, j'en ai. On a en fait listé plein de mots. Listé tous les mots en fait qui nous faisaient penser à la grossophobie, à l'obésité, à la condition, à la maladie. Comment je pourrais m'exposer de haut en bas? Et on a tout échangé, et puis on a rencontré du coup Hélène en même temps. Et c'est parti de là, et la chanson elle est née. Sous le poids d'un regard trop fort, on oublie jusqu'à savoir exister. On est tous dans la même barque, j'ai pas dit galère, hein. Tous dans la même barque et qui est un petit peu en surpoids, et puis on rame tous ensemble. 2 poids, 2 mesures. Et on va pas finir comme le Titanic, on va s'en sortir. C'est du collectif en Voilà. fait, on se donne de la Tous force. ensemble. Tous ensemble, on mène la même bataille. Ensemble, on est plus fort. Ouais. Et on a beaucoup d'amour entre nous. Se dépasser, se sentir vivant, éblouir le corps battant. On a dit bouge-toi un peu, allez faire l'effort. Nous tous on veut sévir et danser encore. Allez danser, 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 danser encore. Quand on la chante, on se sent léger quoi. Voilà, au final, on est lourd mais on se sent léger quand la chanson elle est bonne celle-là. Hein, elle est bonne, ouais, elle est bonne. Allez danser, 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 danser encore. D'ailleurs, ça va donner chaud, moi. Tiens, tu penses? Bah oui, c'est dégouline. Allez, maintenant, on danse. La nuit va enfin se lever, les créatures s'en vont danser. C'est l'heure de la noche vita, et moi j'aime ça, et moi j'aime ça. Les corps transpirent pour oublier les mots, les cons de la journée. T'es grosse, t'es moche et féminé, mais moi j'aime ça, oui je t'aime comme ça. Sur la piste on oublie tout ça, sur la musique de Barbara. Si tu te voyais comme je te vois, oh moi j'aime ça, oh moi j'aime ça. Tu vaux bien plus que tu le crois, t'as pas le time pour les... Merci infiniment.
à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce documentaire. Je ne peux pas applaudir, sinon je lâche les fiches. Bravo à Quentin qui est avec nous ce soir, avec plusieurs membres de l'association Deux poids, deux mesures dont on a parlé dans ce documentaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Quentin, en vous voyant dans ce documentaire? Vous êtes fier de ce chemin? Vous êtes fier de vous? Je suis fier, oui. J'ai surtout ressenti beaucoup d'émotions. J'ai énormément pleuré au visionnage du reportage. De voir des patients qui témoignent comme ça, de leur parcours, voir des professionnels de santé qui sont bienveillants, ça fait énormément de bien. Et me voir en maillot de bain, dans un reportage, c'est pas chose simple, et ça, j'en suis fier. Et vous avez créé vous pouvez, ouais, vous pouvez. Vous avez créé une association aussi, Quentin, parce que vous avez subi de la grossophobie et du harcèlement. Le plus dur, c'est de changer le regard des gens? Oui, totalement. Le plus dur, c'est vraiment de changer le regard des gens, puisque les gens ne comprennent pas à aujourd'hui que l'obésité est une maladie. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de le marteler. Et pour cela, les invités de ce soir vont exposer un petit peu tout ce qu'il en est à ce niveau-là. Changer le regard des gens, y compris d'une partie du corps médical. On reviendra là-dessus, évidemment. Merci beaucoup, Quentin. Et Nora, je vous laisse avec tous nos témoins que vous allez retrouver au fur et à mesure de cette émission. Je veux faire rejoindre, moi, les spécialistes qui sont avec nous pour répondre aux questions que vous posez sur l'obésité et ses traitements. Le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes endocrinologue. On va parler avec vous, bien sûr, des prises en charge de l'obésité et notamment de ces médicaments analogues de ce fameux GLP-1 qui font tellement parler d'eux, qui soulèvent beaucoup de questions. À vos côtés, le professeur François Patou, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans ce documentaire, vous êtes chirurgien au CHU de Lille et vous nous parlerez de l'impact de ces nouveaux traitements sur les prises en charge classiques de l'obésité et notamment sur la chirurgie. Et comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez consulter les liens d'intérêt de nos experts sur le site qui s'affiche transparence.santé.gouv.fr. Et avec nous également ce soir Anne-Sophie Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le collectif national des associations d'obèses. Vous bataillez pour que l'obésité soit un jour reconnue comme une maladie chronique parce qu'il faut rappeler encore une fois que ça n'est toujours pas le cas. Non, on a effectivement... C'est reconnu par l'OMS depuis 1997. Le collectif qui fête ses 23 ans ce mois-ci, au mois de mars, finalement demande aussi la reconnaissance, mais au point de vue grand public et étatique. Donc ça doit être placé au plus haut niveau. Donc j'invite le président de la République de le reconnaître comme étant une maladie chronique qui pourra effectivement découler derrière à la fois la prise en charge, mais aussi la prévention. Parce qu'effectivement, là, on va parler de curatif, mais essayer de préserver l'intégralité de la population, qui est tout aussi important. Et pour ça, effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est un plan obésité comme un plan cancer sur 10 ans renouvelable en interministérialité. Juste en un mot, l'un ou l'autre, qu'est-ce qui bloque le plus, à votre avis? C'est une question financière, vu le nombre de personnes obèses en France? Alors, pour la reconnaissance, pour l'instant, on ne parle pas d'argent. Non, si ça doit passer en affection de longue durée et donc pouvoir rembourser les médicaments. Alors, certainement, l'argent est important, mais il y a aussi un mouvement, une volonté des pouvoirs publics et puis de la communauté médicale de porter ce sujet. L'Italie, par exemple, en novembre, il y a très peu de temps, vient de décider, et en votant à l'Assemblée nationale italienne, la reconnaissance comme maladie chronique de l'obésité. Donc certains pays ont franchi le pas et il n'y a pas beaucoup de raisons que nous ne le fassions pas. Alors on parle donc de ces nouveaux médicaments anti-obésité, les analogues du GLP-1. On en cite bien sûr plusieurs pour les questions de publicité, ce qu'on ne compte pas en faire, Wegovy, Mounjaro ou Saxenda. Docteur Le Cornet-Socol, dans vos consultations, vos patients, ils en attendent beaucoup ou pas? Alors oui, pour beaucoup, c'est vraiment, ça y est, j'ai vu qu'il y avait un médicament révolutionnaire, on m'a parlé de quelqu'un. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, c'est énorme. Et même parfois, les gens viennent... Et les stars qui ont largement parlé de ces prises sans nécessité forcément du tout. Avec deux effets. D'un côté, c'est important de pouvoir entendre parler de ce qui existe, parce que tous les médecins ne peuvent pas connaître tous les médicaments et toutes les nouveautés qui sortent. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Mais par contre, parfois, avec aussi ce côté « Ah oui, c'est le médicament qu'a utilisé telle star ou telle personnalité. Ah oui, c'est quelque chose de riche ou c'est quelque chose pour perdre 3 kilos avant l'été. » Non, pas du tout. On est dans un traitement médicamenteux de l'obésité. Et c'est là aussi où ça a fait probablement changer la mentalité, c'est que jusqu'à présent, dans l'obésité, dans l'excès de poids, on n'avait pas vraiment de médicaments. Donc, est-ce que c'est une obésité? Est-ce que c'est un phénomène de société? Est-ce que c'est juste des personnes qui n'ont pas de volonté? Et aujourd'hui, et c'est probablement le scandale aussi, il est là, il est que la grande majorité des professionnels de santé n'ont pas encore intégré que l'obésité est une maladie chronique récidivante. Et le fait qu'il y ait un médicament
avec tous, on va parler de ses avantages et de ses inconvénients, ça pose aussi le fait, bah oui, comme il y a un médicament, mais il y avait déjà la chirurgie qui existait pour les cas extrêmes, ben oui, ça veut dire que c'est une maladie. Maintenant, il faut que ce soit utilisé dans des bonnes conditions et surtout dans un accompagnement. Ce n'est pas une solution unique. La chirurgie bariatrique, bien sûr, chirurgie de l'obésité, on en parlera, mais personne ne vient demander une chirurgie de l'obésité pour 5 kilos en trop. Et là, il faut vraiment, effectivement, professeur Patou, insister sur le fait que les indications, elles sont très précises et que ce qui est souvent relayé, c'est effectivement la perte de quelques kilos. C'est pas ça, ces médicaments, vraiment. Bien sûr, mais après on est au début d'une aventure, et donc la chirurgie, elle a maintenant quelques décennies d'histoire, et ceux qui se souviennent de cette époque savent qu'à l'époque aussi, c'était pas facile, c'était flou, les indications étaient moins définies, l'encadrement n'était pas aussi vertueux qu'il l'est aujourd'hui, donc je crois que les choses vont s'améliorer, se stabiliser avec le temps. La chirurgie, on l'observe aujourd'hui après 30 ans de, entre guillemets, de vertu obligée, parce que les pouvoirs publics nous ont contraints, et c'est très bien comme ça. Donc je pense qu'on a tout espoir que les choses s'améliorent. Mais Marina, en fait, il y a une chose qui a été dite tout à l'heure, c'est il faut absolument former tous les professionnels de santé à quelque niveau que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les professionnels de santé sont aussi effectivement en déshérence en se disant mais j'ai un patient, je ne sais pas comment le prendre en charge, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Et de l'autre côté, on a des patients qui sortent du système de santé parce qu'ils en ont marre de se faire maltraiter, que ça soit physiquement, et là je pense que ce soit les dentistes ou les gynéco-obstétriciens. On entend des choses qui sont juste catastrophiques. Et là, on a effectivement une déshérence du patient avec une aggravation de son système de santé. Donc, il faut absolument que les professionnels de santé, et ça a été dit dans la feuille de route obésité de la ministre, qui l'a dit effectivement il y a environ un mois, maintenant c'est la mise en application de la formation des professionnels de santé et la reconnaissance de cette pathologie comme étant une véritable maladie pour l'intégralité de la population. Avec une prise en charge effectivement extrêmement bienveillante et surtout non culpabilisante. Et c'est essentiel. Et ce qu'on a entendu effectivement, c'est pas oui d'accord, mais vous n'avez pas perdu de kilos cette fois-ci. C'est pas grave, c'est pas ça l'important. C'est toute une mécanique à apprendre aux futurs médecins. C'est vraiment essentiel. Et Nora, j'en ai marre de vous chercher. Vous bougez tout le temps. Vous êtes avec Frédéric et Séverine qui ont tous les deux perdu du poids avec ces médicaments. Oui, Frédéric, vous avez pris ce médicament. Ça a été un peu la dernière chance que vous avez vraiment traversé un parcours du combattant. Vous avez, on peut le dire, tout essayé. D'ailleurs, dès l'enfance, on vous a mis tout de suite au régime, quasiment, Frédéric. Quasiment, parce que j'ai 46 ans, j'ai 40 ans de combat contre l'obésité. Sur mon carnet de santé, ça a toujours été noté en surcharge pondérale. Donc, oui, c'est un combat de même plus de 40 ans. On vous a beaucoup culpabilisé, et de quelle façon ? Énormément. D'une façon, alors que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère professionnelle, dans la sphère médicale aussi, parce que malgré tout, on a encore des médecins qui sont extrêmement jugeants, même encore à l'heure actuelle. Dans la sphère familiale, ça a toujours été « tu manges trop, regarde-moi ça comment t'es ». Je pense qu'il y a des choses qui se sont dites sur mon parcours enfant, ado, au niveau de la sphère familiale, qui aujourd'hui pourraient tomber sous le coup de la grossophobie. Et alors, vous avez décidé de vous faire opérer. À un moment, vous avez eu une sleeve, une opération qui vise à réduire la taille de l'estomac. Alors, sur le coup, ça a marché, avec des résultats plutôt spectaculaires, je crois. Oui, un résultat très spectaculaire, 80 kilos de perdus. Donc, j'ai été opéré en 2012. 80 kilos de perdus, dont les 40 premiers kilos en 4 mois, 40 kilos de muscles. Et les 80 kilos qui sont revenus quasiment petit à petit. D'accord. Et au fil des années, vous reprenez du poids parce qu'en fait, on ne vous a pas appris à manger. C'est ça le problème. C'est-à-dire, j'ai appris en 2017, après m'être donc opéré en 2012, qu'il fallait un suivi. Le médecin, le chirurgien qui m'a opéré... Parce qu'on ne vous a pas recommandé de suivi le chirurgien qui m'a opéré, bizarrement, a su me demander 800 € de dépassement, mais il n'a pas su me dire qu'il fallait faire un suivi. Il devait être très étourdi. Voilà, on va dire ça. Je vous coupe un instant, Enora, professeur Patou. C'est vrai que quand on opère un patient pour une chirurgie bariatrique, que ça soit une sleeve ou un bypass, c'est pas uniquement ce geste chirurgical. Il y a tout un parcours. On lâche pas les patients dans la nature, ni avant ni après. Bien entendu, on a la chance d'être dans un pays qui est donc organisé et très généreux, ce qui fait que cette prise en charge, dont l'efficacité médicale en termes d'espérance de vie est bien démontrée aujourd'hui, est assurée en France. Et donc, dans le système public, chacun peut consulter et bénéficier de cette prise en charge, non pas d'une chirurgie, mais d'une prise en charge multidisciplinaire, multiprofessionnelle, et qui s'étale sur de nombreuses années, puisqu'en France, non seulement la chirurgie est prise en charge, mais sa préparation
et son suivi. Donc c'est un contexte très favorable. Ça ne peut marcher qu'à ce prix-là. Il faut effectivement qu'il soit encadré, le patient. Effectivement, toute prise en charge efficace de l'obésité nécessite cet encadrement pluriprofessionnel, pluridisciplinaire au long cours. Et donc les médicaments vont se heurter exactement au même problème. C'est-à-dire que si on se contente pendant un temps limité de donner le traitement biologique efficace, sans prévenir la récidive de la maladie, on se heurtera inexorablement aux mêmes difficultés. Anne-Sophie, c'est Frédéric qui est mal tombé ou c'est des témoignages que vous avez à l'association? Alors effectivement, c'est un peu récurrent, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le suivi. Alors, il y a effectivement avoir une prise en charge pluridisciplinaire sur du long cours dans les établissements. Et puis, il y a aussi des patients qui se disent « ça y est, j'ai perdu ». Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est perdu, je ne reprendrai plus. Et c'est là où, effectivement, il faut faire très attention. L'obésité est une maladie chronique et incurable. C'est ça. C'est pas parce qu'on a perdu après cette chirurgie qu'on peut faire n'importe quoi. Voilà, mais c'est ça. Donc, dans le mot incurable, on ne s'en débarrasse jamais. D'où l'intérêt de, lorsqu'on est dans une prise en charge pluridisciplinaire, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, c'est un suivi long cours jusqu'à la fin de sa vie et de faire en sorte que les gens qui ne sont pas encore dans cette problématique-là n'y rentrent pas. C'est 19 pathologies associées. Enfin, je reviens sur des trucs un peu désagréables, mais c'est ça. Et c'est 16 milliards... L'OCDE, qui effectivement prenait la parole aux États généraux, qu'on a organisé pour la 2e fois la semaine dernière, c'est 16 milliards à l'année. Aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Qu'aujourd'hui, surpoids et obésité, on est à 33 millions de personnes. Et l'OMS nous dit que demain, alors demain c'est dans 4 ans, en 2030, on sera à 20 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Là-dessus, il faut rajouter le surpoids. Donc en fait, il y a une urgence populationnelle de taille, qu'elle soit au point de vue de la santé publique, parce qu'il faut aussi en face gérer les 19 pathologies associées. On va être dans une décroissance de professionnels de santé, une augmentation de pathologies chroniques. On va faire comment pour gérer tous les patients? On va faire comment pour payer? Parce qu'il y a aussi un problème de soutenabilité de l'État par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, je ne comprends pas qu'on se bouche les oreilles, on se bouche la bouche, on ne veut rien voir. Il faut y aller. Vous voulez ajouter un mot? Juste un petit mot sur la chirurgie. On va parler bien sûr des médicaments et d'autres choses, mais pour placer un petit peu le décor. Donc la chirurgie, aujourd'hui, c'est 50 ans d'histoire et c'est un état des lieux en France qui est très particulier. Quelques chiffres. 600 000 personnes ont été opérées. Ça veut dire que 1% des adultes en France ont été opérés. C'est énorme. Ça veut dire que 1,5% des jeunes femmes qui ont accouché l'an dernier ont été opérées. Donc ça veut dire que ce n'est pas une pointe d'épingle. Et ça veut dire que, bien sûr, votre expérience individuelle a été peut-être un peu moins heureuse, mais aujourd'hui, l'HAS a publié des recommandations qui sont publiques. Donc les patients sont bien au courant. La contrainte est importante. L'an dernier, l'État a décidé de contraindre l'exercice de cette chirurgie aux centres qui sont les plus expérimentés. Le nombre de centres autorisés va passer de l'an dernier à l'an prochain de 450 à 250, en affectant moins de 10% des patients qui auraient dû changer de centre, parce qu'en fait, les autres centres opéraient peu de gens. Ce que je veux dire ici, c'est que la chirurgie a plein de défauts. Intuitivement, c'est pas très naturel d'être opéré pour un problème qu'on pense pouvoir régler autrement. Mais on a des résultats. Mais les résultats, c'est simplement 7 ans d'espérance de vie en plus, c'est-à-dire la même chose qu'arrêter le tabac. Quel médecin ne conseillerait pas à un patient d'arrêter le tabac? Donc voilà, juste pour dire, c'est particulier. On a ce recul nécessaire pour pouvoir le dire. C'est solide. C'est très de important. l'évidence-based médecine, comme on l'appelle aujourd'hui. Et Nora, je vous repasse la parole. Toujours avec Frédéric. Donc, vous avez rencontré une équipe médicale dont vous parlez pluridisciplinaire. Ça vous a beaucoup aidé. Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette équipe? Concrètement, c'est que quand j'ai appris qu'il fallait faire un suivi, le médecin qui m'a dit ça m'a illico envoyé chez un autre médecin qui, lui, m'a envoyé dans un centre où j'ai rencontré une équipe. L'équipe qui me suit encore à l'heure actuelle, mais pas au sein de la structure qui me suivait en 2018. Et c'est seulement en 2018, après être né quand même en 79 et avoir vu quasiment tous les endocrinos de Dijon, c'est uniquement en 2018 où on m'a appris que j'avais une maladie chronique. Et incurable, comme vous l'avez dit. Je vous voyais au pied du chiffre là-dessus. Ce mot est très important. Très important. J'ai 2018, c'est... Ça vous a libéré d'avoir ces mots-là? D'un côté, ça libère et ça met très en colère. D'accord, oui, j'imagine. Voilà, c'est très, très frustrant. Avec cette équipe, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Des ateliers? Comment ça se passait? J'ai eu une véritable prise en charge sérieuse par un médecin nutritionniste, une diététicienne,
un psychologue, une infirmière en éducation thérapeutique du patient, ou ETP, quand on utilise les lettres, et les APA. Et au sein de ce centre, on se sent enfin considéré, et ça, docteur, ne le prenez pas pour vous, hein, mais c'est, comme j'étais considéré avec le chirurgien, non pas comme une carte bleue ou un chéquier, mais comme un patient. Juste une vraie prise en charge humaine avec des personnes qui nous considèrent comme des humains et non pas comme des chéquiers ou des cartes bleues. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, j'en suis. Donc j'ai suivi l'accès précoce avec les agonistes du GLP-1, donc sous Wegovy pour ma part, où j'ai perdu 35 kilos en 2 ans. Ok. Donc, effectivement, il y a des effets secondaires. Des effets secondaires qui, moi, ont duré 6 mois. Mais les effets secondaires s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Et très sincèrement, la perte que j'ai eue sur 2 ans et les 6 mois d'effets secondaires, les 6 mois, c'est peanuts. D'accord. Je ne le regrette pas une seule seconde. Okay. Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Maintenant, il reste à faire ce qu'il y a à faire. Le reste du chemin. Le reste du chemin, oui. Et il est long. Merci Frédéric. Merci. Pour revenir sur cette prise en charge, comme on a vu dans le documentaire, qui était expérimentale en Bourgogne-Franche-Comté, là, ce parcours, il va être remboursé par l'assurance maladie pour l'ensemble des centres qui existeront et dans la France entière. Il y aura assez de centres, il y en aura pour tout. C'est une avancée très importante, effectivement, parce que c'est une prise en charge de l'obésité qui est très intéressante. Mais est-ce qu'il y en aura assez ? Et alors là, c'est vraiment une avancée, et même s'il y a encore beaucoup de chemin, ce qu'on appelle les parcours coordonnés renforcés, désolé des mots comme ça, mais effectivement, ça va permettre pour cette pathologie complexe qu'est l'obésité, d'avoir des endroits où les patients pourront aller et être pris en charge, en particulier dans les formes les plus sévères. Et donc, ça fera un peu un intermédiaire entre simplement ce qu'on peut faire avec son médecin généraliste et les professionnels de premier recours et parfois les grands hôpitaux qui ne sont pas toujours accessibles. Donc, il faut espérer qu'il va y en avoir. Maintenant, ça veut dire que, en fait, ce sont les médecins, ce sont les équipes qui doivent organiser ça. L'argent est disponible. Maintenant, il faut pouvoir structurer, il faut pouvoir organiser, il faut pouvoir accompagner aussi ces équipes pour que les modèles marchent, pour que on puisse accueillir le mieux possible. Et aussi, je voudrais juste revenir sur quelque chose sur les médicaments, pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas du mésusage. Ces médicaments, ce ne sont pas des médicaments qu'on vole, comme on peut l'entendre dire, aux personnes qui ont du diabète. C'est au départ des médicaments qui ont été utilisés dans le diabète. On s'est rendu compte que ça pouvait aider les personnes qui étaient en surpoids, même sans diabète. Et donc, il y a des études, c'est encadré. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas remboursés qu'ils ne sont pas autorisés. Quand on parlait de mésusage, que ça soit voler des médicaments pour les personnes diabétiques ou pour les personnes obèses, c'est quand les personnes qui ont 5 kilos à perdre se les procurent de quelque manière que ce soit et s'en servent. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des patients qui me disent « mais je croyais que c'était interdit, que c'était que pour les gens qui ont du diabète ». Non, c'est aussi pour les personnes, même qui n'ont pas de diabète et qui ont ces problèmes d'excès de poids, avec un retentissement. Il y a des règles assez strictes à suivre. Oui, Anne-Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est effectivement, là, on est sur une nouvelle ère de la prise en charge de l'obésité. C'est-à-dire que là, on enrichit l'arsenal thérapeutique. Et effectivement, le fait, alors je reviens là-dessus parce que c'est hyper important, le fait que l'obésité puisse être formée dans les cursus initiaux et cursus continus, c'est capital parce que ça va effectivement pouvoir façonner des connaissances de professionnels de santé et avoir une bonne prise en charge de l'obésité auprès des patients. Il y a combien d'heures dans le cursus des médecins ? 3 heures. 3 heures sur la prise en charge de l'obésité ? C'est mieux. Pardon. C'est mieux. Non, mais c'est ça le problème. Toi, c'est ça le problème, c'est que en fait, on se retrouve en face où on se dit, parce que, nous, on en entend beaucoup de choses au sein de l'association avec des gens qui me disent, mais je n'ai pas vu un médecin, je n'ai pas vu un gynécologue depuis 10 ans, 15 ans. On joue à quoi en fait ? C'est les doubles et triples peines. On parle de la vie des gens. Et on parle de l'espérance de vie. Et il y a quelque chose aussi qui est sorti cette semaine. Il y a un député européen qui est Laurent Castillo qui a demandé à la tribune de Bruxelles que l'obésité soit reconnue comme étant une pathologie chronique en 2027. Donc à la demande, effectivement, de ce député. Donc effectivement, nous, si l'Europe y va, la France, comment vous dire ?
En effet. Voilà, la porte est ouverte. Juste un mot, quand on N'hésitez pas à prescrit dire oui. ces médicaments, on détermine comment l'objectif de perte de poids? Parce qu'on l'a bien entendu, l'IMC, ce n'est pas le seul critère. Avant, on parlait d'abord déjà c'était effectivement gradué, obésité modérée, obésité sévère, obésité morbide. D'ailleurs, je crois qu'on dit plus morbide. Non, alors maintenant, la Haute Autorité de Santé a fait une nouvelle classification, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous pouvez avoir un IMC pas forcément très élevé, mais être classé en niveau 3 parce que, par exemple, vous avez des troubles... troubles... ce qu'est l'IMC en même temps, allez-y. L'indice de masse corporelle, parce que vous avez des troubles du comportement alimentaire très importants. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut absolument et systématiquement rechercher. Il faut tenir compte de tout ça, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que 99% des personnes en excès de poids n'ont jamais eu cette question par leur médecin. Avez-vous des compulsions? Avez-vous des problèmes de troubles du comportement alimentaire? Si on rappelle que c'est le poids sur la taille qui multiplie la taille, ça fait des kilos sur des mètres carrés. Et on considère qu'à partir de 30, il y a une obésité. À partir de 25, c'est un surpoids. À partir de 30, c'est une obésité. Mais c'est vrai que c'est pas... On peut avoir une IMC qui est pas très élevée, avec déjà beaucoup de maladies associées. Exactement. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc la première chose, la première étape dans la prise en charge de l'excès de poids, c'est ça. C'est accueillir la parole du patient, écouter son histoire de poids, aller rechercher les complications, les autres pathologies associées. Et après, on va déterminer avec le patient le programme d'accompagnement qu'on va avoir. Est-ce que c'est plutôt le côté psy? Est-ce qu'il y a des maladies à côté? Est-ce qu'il y a des apnées du sommeil très sévères? Et après, éventuellement, on peut utiliser ces médicaments quand le patient le peut. On va retrouver Enora avec... vous avez encore bougé, avec Séverine. Donc on a vu dans le documentaire qui illustre parfaitement effectivement ce que vous dites. Oui, Séverine, vous avez pris ce médicament miracle. Vous avez perdu 45 kilos en 4 ans, je crois. Oui. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui? Parfaitement bien. Ouais. Heureuse, en forme, bien dans ma peau, bien dans ma tête. Voilà. Je suis bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si ça a eu un impact sur votre féminité, votre sensualité, sur votre vie de couple? Je suis devenue beaucoup plus coquette. Voilà. Beaucoup plus coquette qu'avant. J'ai eu peur. Voilà. Vous avez pensé à un autre mot, hein? Oui, je vous vois. Je vous l'avoue. Non, beaucoup plus coquette, ouais. Beaucoup plus coquette. J'aime faire attention à ce que je porte. Voilà. Je vais dans les magasins. Puis j'ai même réussi à faire perdre du poids à mon conjoint. Donc voilà. Ah, d'accord. Il s'est remis au sport. Voilà. Donc ça va bien. Bravo voilà. à lui, du coup. Et alors, on l'a vu, vous avez pris du Wegovy, vous, c'est ça? Alors, la prise en charge, elle ne se résume pas que à ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce que ça implique? Non, alors j'étais vraiment dans un protocole. Ouais. Donc j'avais à la fois le Wegovy, mais j'avais aussi nutritionniste, diététicien et la médecine du sport adapté. Donc voilà, j'ai eu tout un panel de professionnels autour de moi qui m'ont aidé à aller au-delà juste du médicament. C'est pas, voilà, je voulais pas prendre le médicament juste pour avoir une taille de guêpe. Hein. C'était pas du tout ça. C'est parce que j'avais beaucoup de douleurs en fait. Donc comme j'avais des douleurs, il fallait que je perde du poids. Voilà. Enfin, on m'a mis ça en fait comme prétexte. Mais c'était un bon prétexte, voilà. Et pendant tout ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? Alors moi, pour le coup, les effets secondaires. Voilà. Dont parlait aussi Frédéric. Voilà, quels étaient-ils? Les premiers temps, des grosses crampes aux intestins. Enfin, voilà, j'étais pliée en deux. Voilà. Donc on a même dit, on va peut-être pas continuer. Donc j'ai fait beaucoup de plateaux en fait, avec des doses très basses pour réussir à aller au-delà. Parce que moi, c'était hors de question que je me pique pour avoir mal ou pour être mal dans ma peau. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez arrêté le médicament depuis le tournage? Oui. Et alors? Totalement. Bah, ça va. Alors ça va. Voilà. J'ai pas eu de grosses angoisses. J'ai pas repris de poids. Donc voilà. Oui, vous êtes pas. Et alors comment ça se passe avec le rapport justement à votre poids? Est-ce que vous êtes un peu obsédé par la balance, un peu comme avant, plus du tout? Non, on est toujours rangé dans l'armoire. Ouais, toujours. Non, il y a un autre indice en fait. On parle du poids bien sûr, mais il y a aussi quand on est bien dans sa tête. On se regarde et on se trouve bien, en fait, ça va bien. Et on s'habille le matin, tout va bien, et c'est pas grave si on a pris 1 kilo, on le sait pas, en fait, et puis je m'en fiche, voilà. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup, Séverine, c'est hyper encourageant, merci. C'est tout un problème, hein, cet arrêt des traitements. On a quand même quelques années de recul maintenant. Qu'est-ce qu'on sait quand on arrête pour le diabète, la question ne se pose pas tellement, puisqu'on n'est pas prié d'arrêter ces traitements, sinon la maladie diabétique, évidemment, va repartir. Pour l'obésité, quand on est arrivé à ce qu'on souhaitait, perdre 20 à 25 kilos, les études disent quoi quand on arrête le traitement? Bon, il faut qu'il y ait un rabat-joie. C'est bien pour ça que je vous pose la question à vous. Et avec, bien sûr, voilà, on est tous, on espère bien sûr que chaque histoire individuelle étant différente, ça sera différent, mais voilà, puisqu'on vient de dire depuis maintenant quelques dizaines de minutes que la maladie était une maladie biologique,
transformez le mot obésité en hypertension artérielle et demandez-moi si, quand on est hypertendu et qu'on prend un médicament biologique pour traiter la cause de la maladie et qu'on l'arrête, on peut peut-être avoir une tension encore normale pendant quelques jours, quelques semaines, mais personne ne pensera que l'hypertension artérielle ne va pas revenir. C'est pour ça que je rappelais la maladie diabétique et qu'on rappelle l'incurabilité de cette maladie. C'est très important. Donc, les faits sont là. Donc, les faits, c'est les premiers essais. Donc, il y a par exemple une grande étude qui vient de sortir il y a un mois dans une très grande revue anglo-saxonne qui montre, en regardant tous les patients qui arrêtent le médicament, et ils sont nombreux parce qu'il faut savoir que 50% des patients qui ont débuté le traitement l'ont arrêté 2 ans plus tard, pour des raisons qu'on n'explique pas toujours. Certains ont des effets secondaires, d'autres pensent qu'ils peuvent l'arrêter, d'autres n'aiment pas les effets, entre guillemets, indésirables. Le premier, c'est de perdre un peu le plaisir de manger. Et c'est comme avec la chirurgie. Une fois qu'on est traité efficacement, on a moins de plaisir de manger. Bref, toutes ces raisons font que beaucoup de patients, la plupart, en fait, la majorité, arrêtent le traitement 1 an ou 2 ans après l'avoir entamé. Chez ces patients, la reprise du poids est en moyenne, la totalité des patients, en 6 mois, de plus de 80%. Le problème qui est préoccupant, bon, ça encore, à la limite, on a une période, une fenêtre favorable, et puis elle se termine, c'est que le poids repris semble pas aussi favorable que le poids perdu. C'est-à-dire, je m'explique, on perd pas mal de muscles, et on regagne davantage de graisse. On ne revient pas exactement au même endroit, on revient à un endroit un peu plus défavorable 2 ou 3 ans plus tard. Mais y compris donc quand on continuait à faire du sport, à bien manger, en gardant les bonnes habitudes. Alors, je suis une fois encore le rabat-joie, mais en pratique, on vient de dire que cette maladie biologique se développait malgré les efforts de tous, d'éducation, qu'elle soit diététique, d'encadrement psychologique. Donc, ce qu'on n'a pas réussi à prévenir sans un traitement biologique efficace, on peut penser qu'on va réussir à le prévenir après, mais ça fait un peu appel à de la croyance ou de la magie. Donc, il est quand même vraisemblable qu'il faut 2 choses. Un traitement biologique qui triche avec la nature, et puis ensuite, de la prévention. Quelle que soit sa biologie, si on ne fait pas de la prévention, on fait tous de la prévention, on fait tous attention à ce qu'on mange, on fait de l'exercice physique. Donc voilà, je pense qu'il faut rester simple, quoi. C'est à peu près, je vais prendre une métaphore assez simple, c'est un peu un élastique. Si vous tirez sur un élastique, et vous pouvez tirer très très longtemps, si vous racontez que quand je vais le lâcher, il ne va pas repartir parce que j'ai tiré très très longtemps, voilà, vous n'y croiriez pas. Je pense que la biologie a cette puissance-là et que c'est malheureusement, ça va être le cas de beaucoup de gens qui vont arrêter ce médicament. Je reviens à vous dans un instant, juste Séverine. Quand vous entendez le professeur Patou, d'abord, j'imagine que vous l'êtes dans les 20%, enfin dans les patients qui ne regrossissent pas, bien sûr, mais vous avez bien pris conscience, effectivement, de cette incurabilité et du fait qu'il faut vraiment maintenir absolument cette hygiène de vie que vous avez acquise. Ah, tout à fait. Je sais que c'est incurable. Je sais que pour mon médecin, je serai obèse toute ma vie, voilà, même si je ne le suis plus là actuellement. Donc je sais qu'il va falloir que je fasse attention. Enfin, attention, sans culpabiliser, hein, on le redit bien, je ne culpabilise jamais, mais je vais aussi avoir un suivi. C'est indispensable pour moi. Je sais déjà que tous les temps de temps, je vais retourner voir mon nutritionniste, j'irai voir un psy, j'irai voir diététicienne, parce que, voilà, sans le médicament, je sais que on retombe vite dans les travers, et c'est ce que je disais dans le reportage, je mange mes émotions. Donc je suis une nature stressée, émotive. Donc si je n'ai pas ce suivi-là, je sais pertinemment que ça pourrait aller de travers. Maintenant, j'ai confiance aussi en moi et en ce qu'on m'a appris aussi pendant ces 4 ans. Comment on explique quand même ces reprises de poids? En fait, c'est, comme le disait si on maintient bien l'hygiène de vie. Hein. Oui, mais en fait, comme il s'était dit dans le documentaire, l'obésité, c'est une maladie du tissu gras qui ne communique pas bien avec le cerveau. Donc il y a comme ça ce message qui passe pas bien, c'est des histoires d'hormones et de choses qui circulent dans notre sang et dans notre cerveau. Et donc, Séverine, non, vous n'avez pas de travers. En fait, c'est juste le cerveau qui dit « Ah, mais oui, là j'ai eu un problème ». Et de manière un peu mécanique, sans qu'on le veuille, et c'est pas une histoire de j'ai pas de volonté, j'ai pas de motivation. Ça, on l'a bien compris. On va ouvrir la porte du frigo, on va aller au restaurant avec des amis et prendre un peu plus que ce qu'on avait prévu. Et ce un peu plus, en fait, le tissu gras, hop, il va le stocker. Et c'est la faute de personne. Enfin, l'exemple de l'élastique, l'exemple de quelqu'un qui est sourd, on a beau lui crier dessus très fort, s'il est sourd, il n'entend pas. C'est sûr. Pourquoi ne pas envisager de pouvoir, une fois cette IMC acquise, enfin le résultat acquis, faire une fois par mois, par exemple, une injection toute la vie?
Alors là, on ouvre à nouveau un nouveau champ, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va essayer de voir quelles seraient les solutions pour qu'on ait un traitement qui soit quand même moins contraignant, avec moins d'effets secondaires. Donc là, on commence à avoir des études. Il y a même une étude la semaine dernière qui a regardé qu'est-ce qui se passe quand on fait des injections tous les 15 jours, par exemple, ou quand on diminue la dose. Parce que c'est vrai que dans ces premières études qu'on a eues, on montait la dose au maximum, on arrêtait et poum, on voit effectivement que ça repart. Parce que juste pour les gens qui ne connaissent pas, ces médicaments, on part avec une dose minimale qui permet d'abord de voir l'effet, qui permet surtout de voir les effets secondaires, la tolérance, et on augmente progressivement jusqu'au moment où on est efficace et que les effets secondaires soient supportables. Oui, et même dans les études, on monte jusqu'à la dose maximale. Mais en fait, peut-être que dans la vraie vie, on n'a pas besoin de monter à ces grandes doses. Peut-être, normalement, le médicament, c'est une injection par semaine le plus souvent pour les deux principaux. Mais peut-être qu'on peut aussi le faire moins souvent ou redescendre avec des petites doses. Et puis peut-être qu'on va aussi avoir d'autres médicaments. Il y a actuellement des comprimés qui sont en cours d'études aussi. On a l'impression que peut-être qu'en prenant ces comprimés, c'est peut-être moins contraignant de prendre un comprimé que de faire des injections. Peut-être qu'il y aura moins d'effets secondaires. Tout ça, c'est à étudier de près. Ou peut-être par intermittence. Et puis aussi, il faudra rappeler que les médicaments ne vont pas guérir tout le monde. Déjà, vont guérir même personne. On ne peut pas guérir, ça on a bien compris. Mais parfois, il y a des gens qui ne vont pas du tout les tolérer ou chez qui l'efficacité ne sera pas suffisante. Tout à l'heure, vous me posiez la question, c'est entre 15 et 20% de perte de poids. Mais peut-être que ce ne sera pas suffisamment efficace ou qu'il y aura des complications telles. Et du coup, il faudra retourner vers l'accompagnement pluriprofessionnel, l'accompagnement psychologique ou la chirurgie bariatrique. Donc on est dans un accompagnement, mais quand on a un diabète, on voit son ophtalmo, on voit son médecin généraliste, on voit son diabéto, on voit son cardiologue. Et bien quand on a une obésité, on voit aussi plusieurs intervenants. Anne-Sophie, si je peux vous poser une question très personnelle. Est-ce que vous vous en prenez? Est-ce que vous avez envisagé d'être sous ce traitement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors ça me parle, effectivement. Le prix me parle beaucoup moins. Ça, on va y venir. Mais effectivement, c'est un tarif qui est conséquent. C'est ça le frein pour vous Ouais. Ah ouais, enfin moi, j'ai beau être associative, je suis qu'une patiente. Et effectivement, le prix, est-ce qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture, payer ses factures, ou effectivement prendre un médicament? Et c'est là où on est aussi sur l'inégalité des chances. Donc, je vois Bercy en face de moi qui me dit Sophie, pas gentille. Mais si on ne rentre pas dans une prise en charge pour ceux qui en ont le plus besoin, dans l'intérêt de l'urgence de leur santé, pour ceux qui le souhaitent, ça je précise qu'effectivement, pour ceux qui le souhaitent... Bien sûr, il ne faudrait pas vouloir ensuite stigmatiser ceux qui ne le prennent pas. Non, tout à fait. C'est essentiel. C'est un choix quand même qui est très personnel. Bien sûr. Mais de l'autre côté, pour ceux qui le souhaitent, ne perdent pas de poids, on sait les conséquences que ça aura sur du moyen-long terme sur nos santé. Donc moi, effectivement, je pense que Bercy doit à un moment donné lâcher prise et trouver un compromis avec les fabricants de médicaments, parce que si on ne le fait pas, la note au niveau étatique sera beaucoup plus salée qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Donc on est sur un rapport bénéfice-risque financier. Mais moi, dès l'instant où c'est pris en charge, je suis très transparente et très égoïste là-dessus. Oui, je prendrai des médicaments, ça c'est sûr. Et parce qu'on rappelle en plus qu'il y a déjà une injustice sociale avec l'obésité qui déjà touche une population souvent plus précaire, moins favorisée que la population générale. Et en plus, ces médicaments donc, qui ne sont pas pris en charge. Et je compléterai, Marina, parce que j'ai entendu aussi des choses du style « Ah oui, mais alors, si vous faites de la chirurgie ou si vous prenez des médicaments, c'est que finalement, vous êtes des faibles, parce que, voilà, c'est la facilité. » Alors, je pense que le temps qu'on enlève l'idée que c'est un problème de volonté, on a encore du travail. J'espère que cette émission aidera à ça, mais prenez notre vie, c'est tellement en fait. ancré, c'est terrible. Prenez notre vie, prenez nos kilos, baladez-vous avec 2 packs d'eau sur chaque bout de bras dans un magasin pendant 1 heure. Et après, on en reparle. Nous, on ne peut pas les poser, nos packs d'eau. Donc, en fait, ça a des retentissements psychologiques, physiques, métaboliques. Et même si on a envie d'avoir des enfants, il y a une complication, effectivement, d'infertilité. Et quand on est enceinte, avec tout ce qu'il y a avec derrière, non, en fait. Je vous donne tout de suite la parole, ce ne pas tout, mais je voudrais quand même faire réagir Frédéric. J'imagine que ça vous met un peu en colère, ce non-remboursement, quand même. Comme ça, voilà, c'est ça. Moi, j'ose même pas aller à Bercy, parce qu'ils ne sont pas prêts. Non, arrivé à un moment, il faut juste comprendre le malade.
ça vous l'avez très bien dit. On peut, on fait venir les ministres, on va leur filer notre obésité pendant 8 jours. On va voir ce qu'ils vont dire. Je pense qu'ils vont vite dire « Ah bon, rembourse ». Non, c'est, au-delà, blague à part, c'est juste que, oui, effectivement, il va falloir que ce soit remboursé, parce que rendez-vous quand même compte que ce soit le Saxenda, le Wegovy ou le Mounjaro, on est sur une fourchette de 200 à 600 euros par mois. Par mois. Qui, aujourd'hui, avec le coût de la vie et le coût de la vie, le coût des charges, les salaires qui n'augmentent pas, qui, aujourd'hui, peut se payer ce traitement? Alors moi, à la fin du mois, là, je vais être obligé de faire le sacrifice financier de le prendre, enfin de l'acheter, parce que ça va plus, enfin ça va pas. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Juste ça. Qu'est-ce qu'on attend? Je précise que vous avez créé une association qui est là pour aider, soutenir, orienter et informer les personnes en situation d'obésité qui s'appelle Solidarité Obésité. Je précise aussi qu'il y a eu un avis favorable pour le remboursement de la Haute Autorité de Santé, qui n'a pour l'instant pas été suivi d'effet. Ce sont des discussions avec les laboratoires. Il va bien y avoir des génériques quand même de ces médicaments aussi. Je crois que ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que le problème de le remboursement est critique en ce moment. C'est clair qu'il y a vraiment un sujet et que ça doit se résoudre. Alors, il y aura des discussions certainement. Il faut dire aussi que s'il y a 10 millions de personnes, que le traitement coûte 3 000 € par an, on fait vite quelques calculs pour se rendre compte que ça n'est pas soutenable. Et on ne peut pas non plus mettre en compétition telle maladie avec telle autre. Donc, il faut quand même aussi que le débat reste raisonnable. Ce n'est pas non plus open bar. Donc, cette discussion va avoir lieu. Mais il faut quand même prendre un peu de recul. D'abord, vous l'avez très bien dit, les génériques, inexorablement, arriveront. Un jour, ce sujet ne sera plus un sujet, parce que ça coûtera 10 €. Et donc, ce sera fabriqué par des grands génériqueurs, que ce soit même à l'étranger. Ça, c'est possible. Des médicaments, petites molécules, beaucoup moins chers à fabriquer, par voie orale, vont se développer. Mais revenons au présent. Aux malades d'aujourd'hui. La France, elle a fait un truc incroyable, mais ça, c'est quand même, on a quand même un vraiment beau pays. C'est que quand une innovation comme celle-là arrive, elle veut la tester indépendamment, la France. C'est pas le cas partout. Et donc, la France a dit, je paye pour 8000 personnes en France, bien sûr sous couvert des équipes médicales, comme il faut, le traitement. Alors, il y avait une petite incompréhension, c'est qu'on n'avait pas décidé de combien de temps on allait le durer, ce traitement. Parce qu'à l'époque, c'était un peu flou. Les laboratoires ne nous expliquaient pas non plus ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et donc, au bout d'un moment, il y avait plus c'était fini. Donc, on avait 8000 personnes qui n'avaient plus le médicament et qui en avaient bénéficié. C'est vous, en fait. Et quand, après quelques discussions, on a dit, allez, c'était bête, on va remettre pour ces patients au moins, eh bien, 3000 d'entre eux seulement sont venus rechercher le médicament gratuit. Ce qui veut dire que c'est quand même un peu plus compliqué que simplement le coût. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, le coût, c'est un frein majeur pour débuter le traitement. C'est un frein inégal et illégal, ça, on est d'accord. Et donc, il faut... Voilà, c'est un sujet un peu compliqué. C'est sûr que pour se lancer dans le traitement, là, vraiment, c'est extrêmement clivant. Mais ensuite, c'est pas la seule raison qui fait que les gens interrompent le traitement. Plus de la moitié d'entre eux. Merci. On va parler... puisqu'on parle stigmatisation et grossophobie, on va parler body positive avec Sabrina et Nora. C'est Sabrina et Nora, enfin, avec Sabrina, virgule, et Nora. C'est votre nom de famille, Nora, d'accord. Moi, ça me va très bien, et Nora, Sabrina, c'est très bien. Bonsoir, alors je suis avec une star. Pardonnez-moi, on s'arrête deux secondes. Je suis avec une véritable vedette des réseaux sociaux. Sabrina, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes donc la reine du body positive. Si, ne soyez pas modeste. Et avant que vous nous expliquiez exactement ce que c'est, on va regarder ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux, justement sur TikTok. Qu'on peut se dire qu'on est magnifique les bombasses parce qu'en vrai on est trop belles les filles, et toi aussi derrière ton écran t'es la plus belle, n'en doute jamais. J'ai vu plein de commentaires, plein de messages aussi qui me disaient j'arrive pas à m'assumer, j'arrive pas à avoir confiance en moi, j'arrive pas. Ok, attends, tu vas attendre de maigrir pour vivre? Ouais bah non. Moche. Ah, pas du tout. Ok Google, est-ce que je suis moche? Écoute. Vous êtes toujours belle. Tu vois? Un joli commentaire de qui nous dit sinon comment tu fais pour maigrir autant? Il t'a raison. Et je suis en plein dégonflement.
mais quel soleil. Mais quel soleil. Alors, avant qu'on en parle un peu plus, c'est quoi le body positive? Alors, vraiment, ce mouvement? C'est un mouvement pour moi qui est très simple. Pour moi, c'est l'acceptation de tous les corps. Mais rien ne me prédestinait vraiment à m'inscrire dans ce type de mouvement. Je me suis lancée sur TikTok comme ça pour un petit peu, il y a 2 ans et demi. Et Instagram, oui, parce que vous ne parliez pas de votre corps au début. Pas du tout. Je me suis lancée pour un peu suivre les trends et puis parce que... Alors, une trend, c'est quoi? Pardon, mais certains et certaines d'entre vous... C'est quand vous faites un peu comme tout le monde. Ça peut être un sketch, ça peut être de la musique, une choré. Une tendance. Voilà, c'est une tendance, okay. Oui, pardon. C'est vrai. Je vous en prie. Personne n'est bilingue ici. Et donc, moi encore moins. Je vous rassure. Donc, vous avez suivi cette tendance. Voilà, parce que la vie, elle m'épuisait, parce que surcharge mentale aussi, maman solo, 2 enfants, et on porte tout à bout de bras. Et puis, j'avais envie à ce moment-là de penser à autre chose, de suivre un petit peu le mouvement. Et puis, si je pouvais donner un petit peu de lumière pour aussi aider, et puis montrer qu'on pouvait aussi porter ce qu'on voulait, allez, je me suis dit, bon. Et puis, rapidement, sont arrivés ces messages auxquels moi, j'avais pas été vraiment confrontée. Parce qu'en plus, vous, votre patte, c'est grâce à l'humour. Hein. Vous répondez justement aux attaques grossophobes, notamment. Alors, au début, je vous avouerai que du coup, ces messages de haters m'ont pas forcément fait très plaisir. M'ont quand même un peu touchée au départ. Mais j'en ai pris conscience. J'ai pris de la hauteur un peu sur j'ai pris beaucoup de hauteur. J'ai conscientisé ça. Puis je me suis posé beaucoup de questions. Puis j'étais beaucoup dans le développement personnel à ce moment-là. J'avais besoin vraiment d'entretenir aussi ma santé mentale, d'aller réparer certaines choses aussi en moi. Et puis je me suis dit en fait non quoi. Mais ça va pas quoi. Enfin, me laisser des commentaires grossophobes comme ça. Et puis sont arrivés. Je me suis dit tiens, je vais en fait répondre avec l'humour. Et puis c'est là que j'ai compris qu'en répondant en fait avec l'humour, j'ai compris tout le travail que j'avais fait sur moi, que j'avais vraiment travaillé sur mon estime. Et puis ma confiance en moi, parce que ce sont 2 choses bien distinctes, donc l'estime et la confiance. Et puis en fait, surtout, en fait, on va se dire un truc, c'est que quand on laisse un commentaire comme ça dit surtout ce qu'ils sont eux, et pas, ça dit rien sur nous. Et puis notre valeur, en fait, elle dépend pas ni du regard de l'autre, ni de ce qu'on écrit sur nous, ni notre poids. Ni un chiffre, voilà, on n'est ni un chiffre ni un poids, on est une personne. Elle dépend uniquement de nous. Et puis à ce moment-là, et puis est né ce petit mouvement malgré moi, des pépitas comme je les appelle, des femmes vraiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai, des femmes tellement incroyables qui m'ont écrit. Et là, j'ai compris, je réalisais pas l'impact mais vous aidez à ce moment-là. Beaucoup de femmes, ouais. Et je vous avouerai, Nora, que je le réalisais vraiment pas à ce moment-là, jusqu'à ce que je reçoive un tas de messages de femmes incroyables qui m'ont dit, mais en fait, parce que bon, j'ai aussi diverses fonctions aussi par ailleurs, qui m'ont dit, grâce à toi, je me suis lancée, j'ai intégré une liste municipale, je me suis lancée en politique. Mais c'est vrai. Grâce à toi, j'ai repris une formation à 46 ans. Je pense très fort d'ailleurs à cette femme aussi incroyable. J'ai repris des études. J'ai sorti en fait cette robe de mon placard. J'ai adopté des petits rituels de 5 minutes pour prendre soin de moi. Voilà. Et j'invite vraiment tout le monde à être bienveillante avec soi-même. Parce que surtout quand on se regarde en fait devant le miroir, se regarde devant le miroir, est-ce que vraiment, quand on est comme ça malveillant avec soi-même, est-ce que quand on regarde sa meilleure amie, on va lui dire des choses malveillantes? Ben non. Mais en fait, notre corps, il nous porte tous les jours. On vit avec. Et puis surtout, je ne vais pas attendre de maigrir pour vivre. C'est vrai, c'est parti de là. Je ne sais pas comment est venue cette expression. Mais vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit, maintenant, en fait, tu vas accueillir l'instant présent, tu vas te faire du bravo. bien. Merci beaucoup. Et puis, c'est comme ça que du coup... Bravo, madame. Merci. On a besoin de femmes comme vous, vraiment. Merci. Merci pour ce message. Il nous reste juste 1 minute, Anne-Sophie. Vous militez pour que l'obésité soit reconnue comme une grande cause nationale. Oui, alors effectivement, je suis complètement d'accord. Il y a à la fois pour les personnes qui veulent perdre du poids parce qu'ils ne sont pas bien, ils ont déjà des pathologies ou des problèmes rhumato. Et merci parce qu'effectivement, voilà, ça c'est la campagne de cette année. Mais on ne pousse personne à aller perdre je ne sais pas combien de kilos. Enfin voilà, des gens qui sont bien dans leur peau, c'est quelque chose de très personnel.
très d'autant mieux dans leur peau que la grossophobie diminuera. Mais bon. Voilà. Et d'ailleurs, on a réalisé un rapport qui a été demandé par le ministère de la Santé et le PNNS, qu'on a remis l'année dernière à Yannick Neuder, sur effectivement l'acceptation de la différence corporelle et la lutte contre la discrimination et l'acceptation de tous les corps. Donc, c'est foutez-nous la paix. Mais restons en bonne santé, quelle que soit la taille de notre vêtement, en fait. Et on attend une grande cause nationale, ça sera essentiel. Oui. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment. J'espère que cette émission contribuera à lutter contre cette grossophobie. Les prochains sujets d'émission, les insomnies, l'impact de la nature sur la santé et les polluants dans l'alimentation. On attend vos témoignages, vos questions sur notre messagerie eds@17juin.fr. Vous pouvez bien sûr voir ou revoir cette émission sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et vous remercie infiniment de votre fidélité. Au revoir.